Alors, bonjour à tous et merci pour votre présence ce soir. Merci au Cercle Paul Vendôme pour son invitation, pour que je puisse vous dire quelques mots sur le thème l'empire du politiquement correct et plus largement sur les conditions de la délibération politique au public dans les sociétés occidentales contemporaines. Alors, l'empire du politiquement correct se déploie dans chacune de nos sociétés, mais certaines sont manifestement davantage frappées par cet empire que d'autres. Et certains amis ici ont voulu me faire comprendre qu'il se pourrait que la Belgique francophone ou Bruxelles soit un des lieux où le politiquement correct s'exprime avec une certaine vigueur, pour ne pas dire une vigueur certaine. Alors, la question qui m'a obsédé, que j'ai cherché à travailler dans ce livre et qui m'obsédait depuis longtemps, c'est ce qu'on pourrait appeler de manière très théorique une sociologie des codes de la respectabilité politico-médiatique. Traduction: qu'est-ce qui permet de distinguer dans l'espace public un fréquentable d'un infréquentable, un modéré d'un radical, un humaniste d'un sulfureux? Qu'est-ce qui permet de distinguer l'intellectuel de renommée du polémiste querelleur inquiétant? Quels sont les thèmes qu'il faut mettre de l'avant dans l'espace public si on espère avoir bonne réputation? Et quels sont les thèmes qu'on doit laisser de côté si on veut justement s'inscrire dans le débat public et éviter la mauvaise réputation? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jour on se fait attraper pour dérapage et l'autre jour, on sera présenté justement comme une figure consensuelle qui mérite les louanges de tous? Alors, ce que je cherche à comprendre, c'est le fonctionnement de l'espace public dans nos sociétés. Comment se fait-il qu'avant même d'avoir dit un mot sur un sujet, le débat public est configuré de telle manière qu'on puisse savoir à l'avance qui sont les gentils et qui sont les méchants, qui sont les fréquentables et les infréquentables, qui sont ceux qui méritent d'être entendus et ceux dont on ne parlera qu'en se désonnant de les entendre. Dans cette logique, on me demandera peut-être pourquoi avoir utilisé le mot politiquement correct, et c'est une question qu'on m'a posée à quelques reprises, parce qu'effectivement, ce concept a été utilisé de manière abusive au fil des ans. Le mot politiquement correct s'était imposé dans le langage politique ordinaire. Tout le monde l'utilisait, mais rares sont ceux qui prenaient la peine de le définir. Donc, on était devant un concept qui c'était finalement politiquement correct toi-même. Le politiquement correct, c'était toujours l'autre dans ce qu'il avait d'exaspérant. Or, lorsqu'un concept en vient à perdre toute rigueur dans sa définition, il ne nous est plus véritablement utile. Voilà pourquoi j'en ai proposé une définition. Et donc, le politiquement correct, tel que je le définis, et ensuite on en fera un peu l'histoire, mais tel que je le définis, le politiquement correct, c'est ce dispositif médiatique qui sert à exclure du débat public ceux qui entrent en contradiction avec le régime diversitaire. Il sert à exclure du débat public de différentes manières, par exemple en disqualifiant moralement, ou encore en psychiatrisant, ou encore en diabolisant. Les méthodes sont nombreuses, nous y reviendrons. Donc, le politiquement correct, c'est ce système qui sert, autrement dit, à expulser du périmètre de la respectabilité médiatique ceux qui n'applaudissent pas l'esprit de l'époque et qui ne répètent pas avec une forme de bonheur incandescent, la diversité est une richesse, ouverture à l'autre, luttons contre le repli identitaire et autres termes semblables qui servent à marquer l'espace médiatique. Alors, je reviendrai très bientôt sur le concept de régime diversitaire, mais revenons néanmoins, faisons un petit saut en arrière dans le temps pour retrouver les origines du politiquement correct. Le concept de politiquement correct émerge essentiellement sur les campus américains dans les années 1980, et se veut une forme de traduction sous le signe d'une morale publique du discours des Radical 60s. Vous savez, c'est qu'on dirait en France la pensée 68 pour l'essentiel. Donc cette espèce de mutation du progressisme en Occident qui fait en sorte qu'on est passé d'une critique du capitalisme à une critique de la civilisation occidentale, à une critique du bourgeois, à une critique du majoritaire, à une sacralisation, la sacralisation de l'ouvrier, à la sacralisation de l'exclu identitaire, à la sacralisation des minorités, finalement. Donc ça, est à travers cela une forme de diabolisation de l'expérience historique occidentale qui ne nous apparaît plus dans le discours public que sous le signe du sexisme, du racisme, de l'homophobie, de l'intolérance.
Donc, le politiquement correct, c'est cette morale qui s'est installée sur les campus américains d'abord et avant tout pour disqualifier l'idée même d'un patrimoine de civilisation occidentale qu'il vaudrait la peine de transmettre. Notamment, dans ses formes premières, ça consistait à dénoncer, par exemple, le canon universitaire américain, présent sur les campus américains, par exemple, les grandes œuvres qui étaient au programme, parce que ces grandes œuvres ne seraient pas des grandes œuvres, mais seraient en fait des œuvres des dead white males. Aucun de ces termes n'est évidemment recommandable aujourd'hui. Donc, dead, je peux bien comprendre, mais white et male, c'est... une forme de diabolisation en fait de l'héritage occidental et inversement il fallait sacraliser, survaloriser tous les points de vue qui se voulaient dits minoritaires parce qu'ils témoignaient de l'expérience d'une diversité longtemps refoulée et étouffée et réprimée qui exigerait aujourd'hui de parler en son propre nom. Donc ça, c'est la morale de base, mais ça venait évidemment, il faut le dire, avec une forme de climat de surveillance hystérisé dans la vie publique, cette idée qu'il fallait contrôler la parole publique sur les campus, et se développe à partir de ce moment une espèce de logique d'inquisition, où toujours on commencera à traquer toute forme de pensée qui ne se plie pas au nouveau code de l'orthodoxie idéologique. Donc ça prend forme sur les campus américains, évidemment, dans les années 80. Je note, soit dit en passant, parce qu'il ne faut jamais abuser d'optimisme dans la vie, lorsque le politiquement correct émerge aux États-Unis, il est remarqué en France, il est remarqué en Europe francophone. On voit l'émergence du politiquement correct. Un François Furet, par exemple, un immense historien, un immense philosophe, remarque l'émergence du politiquement correct, mais il voit une forme de dégénérescence de l'égalitarisme américain, mais il dit, c'est tellement fou que ça ne traversera jamais l'Atlantique. Ça ne peut pas prendre ailleurs, c'est typiquement américain. Donc désolons-nous pour les Américains, mais ne nous inquiétons pas outre mesure pour nous-mêmes, ça ne traversera pas l'Atlantique. Ne croyons jamais cela. Les mauvaises idées sont celles qui circulent le plus facilement et le plus rapidement. Le politiquement correct en donne un exemple assez convaincant. Alors, assez rapidement, donc, à partir des années 90, cette espèce de nouveau discours, cette espèce de survalorisation systématique des minorités victimes et inversement cette diabolisation de la civilisation occidentale, ce discours va se normaliser dans le langage médiatique et dans le langage politique. Pardon. Il va se normaliser, il va se banaliser, et peu à peu, à travers le politiquement correct, qui s'institutionnalise à la manière d'une nouvelle morale publique, ce sont les codes de la respectabilité médiatique qui vont changer, les codes de la respectabilité dans le débat public. Et on le verra, par exemple, à travers la disqualification progressive de toute pensée conservatrice, de toute pensée qui se veut critique à l'endroit du régime diversitaire, de toute pensée qui se veut critique à l'endroit du multiculturalisme, de toute pensée qui se veut critique envers les excès du féminisme. On le voit aujourd'hui. Alors, je fais un petit saut dans le temps. Le politiquement correct aujourd'hui, je l'associe intimement à la logique du régime diversitaire. Alors, vous me poserez la question, qu'est-ce que j'entends par logique diversitaire? Je m'explique. Fondamentalement, la démocratie, historiquement tout le moins, se voulait un régime permettant à un peuple de se gouverner à partir de plusieurs options possibles au terme d'une délibération éclairée permettant de décider de certaines orientations collectives. Donc, ça présupposait l'idée qu'il y a un peuple. Ça présupposait aussi la possibilité d'avoir plusieurs choix, donc un débat qui allait trancher en fonction de certains objectifs ou d'autres, suite au débat public. Mais nous sommes témoins d'une forme de mutation de l'idée de démocratie aujourd'hui. La démocratie change de sens sans même qu'on nous en avertisse d'une certaine manière. Et la démocratie aujourd'hui tend de plus en plus à s'identifier au régime diversitaire, que je présenterai ainsi. Le régime diversitaire, c'est cette logique qui tend à déconstruire toutes les normes anthropologiques, historiques, identitaires ou qui se disent naturelles, mais à tout le moins retenons anthropologiques, identitaires et historiques, parce qu'elles ne seraient rien d'autre que le masque de la tyrannie de la majorité. Donc il faut s'engager dans une logique de déconstruction systématique des normes communes pour permettre à une diversité qui aurait été longtemps étouffée dans les marges d'enfin éclore et surgir et s'épanouir. Quelques exemples de cela, on le voit notamment avec le multiculturalisme.
le multiculturalisme, auquel j'ai consacré déjà un ouvrage et dont j'ai parlé dans chacun des livres que j'ai écrits, soyons honnêtes, à chacun ses obsessions. Le multiculturalisme, qui est une doctrine fondée sur ce que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration. L'inversion du devoir d'intégration, c'est-à-dire, traditionnellement, c'était la vocation du nouvel arrivant dans un pays de prendre le pli identitaire et culturel, d'en prendre le pli identitaire et culturel. La vocation de l'immigré, du nouvel arrivant, était de dire « nous » avec le pays qui l'accueillait. Il s'agissait fondamentalement de s'identifier à lui au point même de s'approprier sa mémoire, de s'approprier son histoire, de s'approprier, au-delà de son histoire personnelle, personne, on ne lui demandait pas de le nier, mais de s'approprier une histoire plus grande que lui, et c'est ainsi qu'on s'inscrivait dans l'aventure collective. Le multiculturalisme inverse le devoir d'intégration. Désormais, c'est la société d'accueil qui doit transformer ses institutions, ses mentalités, sa culture, son imaginaire pour accommoder les exigences de la diversité. Donc, dans cette logique, une société se démocratise. Plus une société se dénationalisera, plus elle se désoccidentalisera, plus elle se démocratisera. On assimile dans cette logique la démocratie à une forme d'éclatement toujours plus marqué des identités dans la société, parce que plus elle s'éparpillerait et plus elle témoignerait d'une émancipation nouvelle de tous ceux qui longtemps auraient été sous la coupe du majoritaire, de manière caricaturale, on dira, de l'homme blanc hétérosexuel, qui, de plus de 50 ans, ça c'est encore pire, parce que lui, on lui pardonne rien, qui aurait dominé notre monde pendant trop longtemps. Alors, le multiculturalisme est une des expressions de cette logique diversitaire. Vous noterez que dans la logique du multiculturalisme, ce qui s'appelait autrefois la nation d'accueil n'est plus qu'une communauté parmi d'autres dans une société plurielle. Et dès lors qu'elle prétend néanmoins se poser comme culture de convergence, comme culture commune, comme siège de l'expérience nationale partagée, eh bien, on l'accusera de suprémacisme ethnique, de suprémacisme identitaire, parce qu'elle prétend justement, au-delà du régime des droits, poser une culture, une identité partagée issue de l'histoire d'un pays. Le multiculturalisme, de ce point de vue, est une machine qui travaille à la déconstruction de toute forme d'identité partagée. Dans le même esprit, la question de la diversité ici, aujourd'hui, se déploie au-delà de la seule question de l'identité nationale. On le voit notamment avec la question aujourd'hui de l'identité sexuelle, qui est probablement le nouveau lieu de déploiement de l'idéologie diversitaire, du régime diversitaire. Donc, il s'agit fondamentalement de casser cette représentation classique de l'histoire de l'humanité qui veut une forme d'humanité sexuée, finalement, c'est-à-dire fondée sur la différence sexuelle entre l'homme et la femme. Cette différence sexuelle entre l'homme et la femme aurait contribué à étouffer la diversité des identités sexuelles. Dès lors, il faudrait travailler au marteau-piqueur conceptuel à déconstruire le référent homme-femme pour que surgisse cette diversité trop longtemps étouffée, diversité qui s'exprimerait aujourd'hui à travers les individus non-binaires, les individus à l'identité sexuelle fluide et ainsi de suite. C'est quand même une drôle d'époque. On dit « Bonjour, vous êtes un homme, vous êtes une femme? » Non, je suis fluide. Il y a quelque chose d'un peu singulier là-dedans. Alors, et qui s'exprime aujourd'hui dans ce que j'appelle l'alphabet recomposé, c'est-à-dire LGBTQI2+, pour ne manquer personne. Alors, moi, je le dis sans aucune moquerie, j'ai le plus grand respect pour chacun des éléments qui composent cet alphabet recomposé. La vie est complexe, chacun a ses propres problèmes, chacun a ses propres troubles d'identité. Très bien. Mais ce que je trouve fou, c'est cet égrenement, cet fractionnement, cette décomposition infinie de la subjectivité, où désormais la moindre préférence, quelle qu'elle soit, devient une identité qui prétend s'inscrire dans l'espace public sous le signe victimaire. D'ailleurs, la notion de plus est ici fascinante, parce que le plus nous dit « ça ne finira pas ». Ça va continuer de se concasser jusqu'à la fin. Et derrière cela, il y a surtout une négation une négation quelquefois du commun, une négation des évidences anthropologiques. Je me permets de donner 3 exemples qui relèvent de 3 actualités différentes. Vous vous souvenez peut-être de cette scène de la télévision française l'été passé, où on voit, c'est un débat sur la question, je crois, de la gay pride et ainsi de suite, et quelqu'un qui me ressemble, ou vous ressemble, se fait interpeller par l'animateur en disant « il n'y a que des hommes sur le plateau ». Et le type répond « mais qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme ?» Et il était barbu, il avait une voix grave, il avait l'air assez viril, il avait presque l'air menaçant, et je l'aurais embauché comme garde du corps, et il dit « qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme ?» Et là, on voit donc, au nom de cette logique de la diversité,
il ne nous est plus permis de présumer que certaines évidences inscrites dans la culture et la nature existent. La logique de la déconstruction doit aller jusqu'au bout. Elle est reprise, soit dit en passant, par le gouvernement fédéral canadien, de Justin Trudeau, qui avait proposé il y a 2 ans et demi environ que Service Canada, c'est le ministère responsable des services avec les citoyens au Canada, que Service Canada ne puisse plus, lorsqu'un citoyen se présente à Service Canada, dire bonjour monsieur ou bonjour madame, parce que ça consiste à présumer de son identité de genre. Donc, qu'est-ce qui me permet de savoir que vous êtes vraiment monsieur ou madame? Qu'en sais-je? Donc, il y a eu cette idée. Ensuite, le gouvernement a dû reculer sous le poids de la moquerie générale, parce que le lendemain, tous les animateurs, tous les chroniqueurs, tous les éditorialistes disaient « Mais vous êtes fous, vous vous rendez compte? On m'avait posé la question, mais vous, M. Bocoté, comment voulez-vous que je vous présente? » J'ai dit « Appelez-moi Votre Excellence. » Donc chacun y va de son délire. Donc, le gouvernement a dû reculer un peu, mais néanmoins, on voit l'esprit de l'époque. Autre exemple, parmi tant d'autres, c'est le métro de Londres, qui change sa manière de s'adresser à ses usagers, parce que pour éviter justement de persécuter les non-binaires, plutôt, il dira non plus Hello ladies and gentlemen, mais Good morning everyone, pour éviter de genrer son propos, ce qui serait, nous le savons, terrible. Et on pourrait même dire dans le même état d'esprit, mais ça relève de l'actualité immédiate de chez moi. On m'a raconté une scène qui se passe à la télévision il y a quelques semaines, un débat autour de la question de l'identité de genre à la télévision, et une chroniqueuse, une éditorialiste dit mais l'homme n'est pas la femme, c'est une forme d'évidence pour tous, n'est-ce pas? Et réponse d'une psychologue clinicienne universitaire qui arrive avec les fameuses études. Alors, il y a toujours des études pour prouver les choses aujourd'hui. On dit aucune étude scientifique ne prouve la différence entre l'homme et la femme. Bon, on part de loin. Tout ça pour dire que la logique diversitaire, je pourrais donner d'autres exemples aujourd'hui, mais elle se déploie dans le monde occidental. Or, qui s'y oppose? Qui entend ne pas l'embrasser? Qui entend marquer un désaccord explicite ou même implicite avec la logique diversitaire risque rapidement de basculer dans le camp des infréquentables. Il y a différentes manières d'infréquentabiliser quelqu'un. Parmi les méthodes, il y a bien évidemment ce que j'appelle la psychiatrisation du désaccord aujourd'hui. La psychiatrisation du désaccord, c'est-à-dire, vous l'aurez noté, cette multiplication des phobies qui polluent véritablement le débat public. Donc, toute forme de désaccord avec l'esprit de l'époque est désormais phobisée. Parmi tant d'exemples, on le voit en ce moment avec le Brexit. Qu'on soit favorable ou non au Brexit n'est pas la question. La question est de savoir si on peut être favorable ou non à la conception classique de la souveraineté nationale. On peut être contre, on peut être pour. Moi, c'est pas là-dessus que je tranche. Mais les grands médias présentent de plus en plus cette forme de souverainisme classique ou historique comme de l'europhobie. Dans la même logique, si vous êtes critique envers l'islam ou l'islamisme, vous le savez, vous êtes islamophobe. Si vous êtes critique envers les seuils d'immigration trop élevés ou envers le multiculturalisme, vous devenez xénophobe. Si vous devenez sceptique à l'endroit du LGBTQI2+, vous devenez transphobe. Et les phobies se multiplient. Or, quel est le propre du langage de la phobie? Cela consiste à psychiatriser l'adversaire et à le chasser du domaine de la respectabilité et même de la légitimité. On peut dire que pendant longtemps, la gauche a cru avoir le monopole du cœur, du juste et du vrai. Elle croit maintenant avoir le monopole de la santé mentale, ce qui est assez agaçant quand même. Et la logique d'ailleurs de cette psychiatrisation, c'est la volonté d'effacer de l'espace public les contradicteurs qui viendraient polluer le monde avec leur phobie. Autre mode de gestion, c'est la disqualification morale, qui prend souvent la forme de ce qu'on pourrait appeler l'extrême droitisation. Donc, c'est l'assimilation de l'adversaire immédiatement à l'extrême droite, même si ce concept est lui-même très rarement défini. Il est assez étonnant de voir à quel point ce concept d'extrême droite, qui correspond certainement à certaines réalités historiques, aujourd'hui connaît une définition de plus en plus étendue pour assimiler tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, inscrivent justement quelques réserves par rapport à la société diversitaire, au régime diversitaire. On le voit notamment avec la notion de thème d'extrême droite. Vous êtes peut-être familier avec cette notion, ça revient souvent, les thèmes privilégiés de l'extrême droite. Et là, on apprend par exemple que c'est l'identité nationale, que c'est la souveraineté politique, c'est la critique du gouvernement des juges, c'est même la liberté d'expression désormais. En Amérique du Nord, la liberté d'expression est devenue un thème d'extrême droite. Et là, on demande comment ça, et ce qu'on comprend, c'est que l'extrême droitisation suffit
en collant une sale étiquette pour disqualifier tout contradicteur qui voudrait s'inscrire au cœur du débat public avec une critique du noyau idéologique du régime diversitaire. Donc la défense d'une identité substantielle, la défense de la souveraineté populaire plutôt que le gouvernement des juges, la défense des libertés publiques plutôt que la logique de l'antidiscrimination. Donc on disqualifie moralement. Il y a aussi la diabolisation qui est assez classique. Celle-là consiste à ramener normalement aux heures les plus sombres de notre histoire, avec les traits d'union appropriés, toute forme de pensée sceptique à l'endroit, encore une fois, du régime diversitaire. Et tout ça, vous le noterez, se déploie à travers une forme de société politique de plus en plus surveillée par ceux que j'appelle les contrôleurs ou les patrouilleurs, mais les contrôleurs de la circulation idéologique. Et tout ça, c'est que se révèle à travers le fameux concept de dérapage. Le concept de dérapage qui est probablement un de ceux qui est les plus parlants aujourd'hui. La notion de dérapage présuppose une chose, qu'il y a un chemin bien balisé. Ensuite, circulent des contrôleurs de la circulation idéologique. Et là, si vous dérapez un peu, c'est-à-dire si vous quittez le domaine de la pensée correcte, on vous colle rapidement une contravention idéologique. Vous devenez alors controversé. Ça annonce jamais rien de bon. Si vous en faites une deuxième, vous risquez d'être très controversé. Et pour la troisième, alors là, vous basculez dans ce que j'appelle la logique de l'argument olfactif. Donc, vous devenez nauséabond, peut-être même sulfureux. Et là, ce qui fait d'ailleurs qu'à partir du moment où si vous continuez d'exister publiquement, on ne vous présentera qu'à la manière du « nous recevons aujourd'hui l'essayiste très controversé » qui vous convient. Nous recevons aujourd'hui, ou alors bien connu pour ses propos X, Y, Z. Donc, on va isoler une phrase que vous avez dit une fois dans votre vie, on va la répéter sans arrêt, et ensuite, on va dire que vous êtes obsédé par cette phrase, puis on va vous demander de la commenter chaque fois en vous demandant pourquoi vous ne parlez que de ça. Le plus bel exemple, je ne sais pas si certains parmi vous ont suivi la campagne de Bellamy en France, de François-Xavier Bellamy, qui était la tête de liste des Républicains. François-Xavier Bellamy est personnellement catholique. Et il a des réserves sur la question de l'IVG. Mais il précise que ce sont des réserves personnelles, c'est-à-dire qu'il n'entend pas les placer au cœur de son programme. Il dit c'est une élection européenne, on va parler d'autre chose, c'est pas mon sujet, mais oui, sur la question, personnellement, ce sont mes préférences. Alors là, le système médiatique, de manière absolument remarquable, va régulièrement poser la question à Bellamy sur la question de l'IVG, pour ensuite lui reprocher de ne parler que de cela. Et pourquoi vous parlez que de ça? Mais parce que vous me posez sans cesse la question, mais pourquoi vous parlez sans cesse de cela? Et ainsi de suite. Donc, c'est une espèce de mise en scène, finalement, où on construit le contradicteur idéal. On construit le contradicteur dont on a besoin en faisant la caricature dont on a besoin pour s'en débarrasser publiquement. Il y a aussi dans la logique du politiquement correct, vous le noterez, parce que le politiquement correct relève en fait de la mise en récit de la réalité. C'est-à-dire, c'est une forme de mise en récit du réel. Et il permet aussi de distinguer quels sont les faits divers importants, les faits divers des faits politiques. Les événements qui méritent considération et les événements qui relèvent qui sont secondaires et qui ne devraient même pas être dans les journaux. Eh bien, on en a quelques exemples, j'en donne 2 ou 3, qui sont tirés de l'actualité française, vous me pardonnerez, mais je crois qu'on en a parlé un peu partout en Occident. Je donnerai même un exemple allemand. Mais d'abord, l'exemple français le plus récent, vous avez peut-être entendu parler de Julia, cette jeune trans qui s'est fait agresser, place de la République à Paris. Elle se fait agresser et part, et là c'est dur de ne pas voir ce que l'on voit, à moins de se mettre un bandeau sur les yeux et se les crever aussi pour être certain de ne rien voir. Elle se fait agresser parce qu'elle plonge dans une masse de gens qui portent à peu près tous le drapeau algérien. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Algériens sont coupables de quoi que ce soit, ça ne veut rien dire, mais on voit au moins la réalité telle qu'elle se présente à nous. Il y a une dimension culturelle à cette agression, manifestement. Mais partout dans les médias, personne ne mentionne la présence des drapeaux. Sinon, pour mentionner qu'il ne faut pas la mentionner. La jeune Julia, qui elle-même, manifestement, malgré le fait qu'elle soit agressée dans tout ça, a intériorisé ce logiciel, va dire effectivement, ce sont des hommes qui m'ont agressé, mais ce sont des hommes. Je ne veux rien entendre d'autre que ce sont des hommes. Oui, ben d'accord, mais
Pas n'importe quel non plus. Est-ce qu'on peut au moins le mentionner? Eh bien non, on ne pouvait pas le mentionner parce que ça nous aurait entraîné dans un questionnement sur quelquefois des tensions qui peuvent naître dans la société multiculturelle ou diversitaire. Mais imaginons un seul instant, si l'agression avait été commise au sortir d'une église par des militants associés à la Manif pour tous. Croyez-vous un seul instant qu'on aurait eu droit à « il ne faut pas caractériser l'agresseur, il faut surtout ne pas donner une importance plus grande à ça, ce n'est qu'un fait divers » Bien sûr que non, on aurait eu droit probablement à l'appel à une manifestation française à grande échelle pour dénoncer l'homophobie patriarcale de la France chrétienne. Ça aurait été à peu près inévitable. De la même manière, les agressions de Cologne en 2016, dont vous avez peut-être le souvenir. Agression sexuelle massive à Cologne. Alors, au début, on n'en parle même pas. Quand on en parle, on nous dit que c'est pas grave. Quand on constate que c'est grave, on nous dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Quand on constate que c'était néanmoins des migrants qui étaient à l'origine de ça, on nous dit oui, mais il ne faut pas néanmoins pas en parler parce que ce serait de la stigmatisation. Et quand on dit qu'on est obligé d'en parler néanmoins, on dit que dans les faits, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas habitués à la culture dans laquelle ils sont plongés et ils se croyaient donc permis de telles actions qui ne le sont pas chez nous. Ariette Truder, de mémoire, la mairesse de Cologne, nous dit d'ailleurs, donne un conseil à ce moment-là. Elle dit aux jeunes femmes, tenez-vous à un bras de distance désormais pour éviter de risquer d'être agressées. J'aurais été surpris si elle avait donné, j'aurais été curieux de savoir si elle aurait donné un tel conseil dans un autre contexte d'agression. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que le système médiatique, devant un événement qui a une portée politique manifestement, c'est-à-dire ce sont les tensions chaque fois confirmées de la société multiculturelle et diversitaire, se fait un devoir de neutraliser la signification des événements politiques qui la contredisent. En gros, si un événement vient confirmer cette idée comme quoi la diversité est une richesse, il sera placé au cœur du système médiatique et il y aura une forme de propagande intense qui sera là pour nous demander d'applaudir avec force. Inversement, si un fait vient contredire la logique de la société diversitaire, eh bien, la tentation sera forte, très forte, de le neutraliser, de le désymboliser, de le laisser dans les marges, de ne lui donner aucune portée. Pardon. On pourrait poursuivre longtemps la description du système médiatique. Je me permets néanmoins de pousser la réflexion un peu plus loin, au-delà du strict seulement du système médiatique, pour voir quelle est la prochaine étape du politiquement correct. Parce que le politiquement correct, on l'aura compris, c'est le système de défense du régime diversitaire. Mais de plus en plus, le régime diversitaire est fragilisé dans le monde occidental. Il est fragilisé de plusieurs manières, certaines appréciables, d'autres non. De Donald Trump à François-Xavier Bellamy, on n'est pas exactement dans le même mouvement. On pourrait dire de la pensée d'Alain Finkielkraut au mouvement qui émerge des médias sociaux, c'est pas exactement la même chose. Mais néanmoins, le système diversitaire se sent fragilisé comme jamais. Il se sent fragilisé depuis quelques années déjà parce qu'il constate que le commun des mortels n'est pas particulièrement enthousiasmé à l'idée de se faire rééduquer, par exemple. N'est pas très enthousiaste à l'idée de se laisser déconstruire sur le plan identitaire. N'est pas particulièrement enthousiaste à l'idée de devenir étranger chez soi. Alors, devant tout cela, le régime a tendance à se durcir. Et j'en donne quelques exemples. On a tous entendu parler, ici plus encore qu'ailleurs, on a entendu parler du pacte de Marrakech en décembre dernier. Alors, du pacte de Marrakech, on ne pouvait pas dire grand-chose apparemment, sinon qu'il n'était pas contraignant. Quiconque disait ce n'est pas, oui d'accord, mais c'est pas contraignant, certes, mais ça veut dire que fake news, la police médiatique apparaissait pour interdire toute réflexion sur le pacte de Marrakech en assimilant aux fake news toute réflexion critique. Mais dans le pacte de Marrakech, il y avait une proposition forte et très inquiétante. C'était un appel au contrôle médiatique. C'est-à-dire, dans le pacte de Marrakech, il y avait cette idée que les médias qui légitimes ou qui tiennent, qui permettent l'expression de propos racistes, discriminatoires ou intolérants, ne devraient plus être financés par l'État. Alors spontanément, on dira tous très bien, bravo, il faut lutter contre la bête. Sauf que il faut regarder la définition qui nous est donnée ici du racisme et de l'intolérance. Or, on ne parlait pas de racisme, on assimilait au racisme toute forme de critique du multiculturalisme ou de l'immigration massive. On assimilait à l'intolérance toute volonté de penser néanmoins la distinction entre le légal et l'illégal, entre le citoyen et celui qui ne l'est pas. En gros, derrière un appel à la régulation éclairée de l'espace public, il y avait la volonté en fait d'exclure de l'espace public les contradicteurs déclarés du régime diversitaire.
Ce qui n'est pas surprenant parce que de telles propositions, on en trouve un peu partout. On en trouve dans plusieurs pays, c'est-à-dire cette idée comme quoi désormais, devant le contradicteur, qu'il n'est plus possible de faire taire, on ne peut plus l'intimider symboliquement, on ne peut plus l'intimider culturellement, on ne peut plus dire « taisez-vous, sinon vous risquez votre réputation », eh bien la prochaine étape, elle est légale à certains égards. Donc je crois que nous devons nous inquiéter aujourd'hui de cette institutionnalisation du politiquement correct qui a tendance à vouloir judiciariser plus que jamais la parole publique. Il me reste à peu près combien de temps? Ah, tant que ça, c'est très bien. Alors, autre modalité pour penser le politiquement correct, c'est sa représentation du débat public, comme on l'a vu notamment dans le cadre des dernières élections européennes, mais comme on l'a vu aussi aux États-Unis et comme on l'a vu dans le cadre du Brexit. Fondamentalement, la démocratie devrait se penser comme une conversation civique musclée, passionnée. La démocratie n'est pas un séminaire. La démocratie met en scène des gens qui ont des visions contradictoires de la société et ça nous prend par les tripes. Je veux dire, même quand on parle avec des gens de notre propre famille politique, on s'engueule. Imaginez quand on parle avec des gens qui ne sont pas de notre côté. Je veux dire, c'est déjà assez exaspérant que quelqu'un ne pense pas comme nous dans la vie. Quand ça se pose sur le plan politique, c'est intolérable. Bon. Mais néanmoins, la démocratie a pour vocation de nous civiliser. De nous civiliser, c'est-à-dire de faire en sorte que nous ne transformions pas l'adversaire en ennemi. Que nous ne transformions pas l'adversaire en ennemi public ou plus encore en ennemi de l'humanité. La démocratie devrait normalement nous amener à accepter l'idée qu'il y a une pluralité irréductible dans une cité. Pluralité irréductible, c'est-à-dire qu'il y a dans le cœur de l'homme et dans l'âme humaine des valeurs contradictoires qui s'affrontent, mais qui sont également légitimes. L'homme a besoin de liberté, il a besoin aussi d'autorité. Il a besoin d'égalité, il a besoin de différence. Il a besoin de cosmopolitisme, il a besoin d'enracinement. La société n'est pas faite pour être encapsulée sous un seul dogme qui viendrait l'étouffer. Et tout le sens d'un débat politique fécond consiste justement à permettre une délibération sans cesse reprise dans la recherche d'une synthèse qui sera toujours provisoire pour réussir à tenir ensemble ces besoins contradictoires sans pour autant trancher une fois pour toutes. Parce que selon les époques, on peut avoir besoin de plus de liberté ou de plus d'autorité, de plus d'égalité, de plus de différence. La politique n'est pas une science. La politique est un art complexe qui cherche à maîtriser les passions humaines au service du bien commun. Or, le politiquement correct vient aujourd'hui abolir la possibilité de la conversation démocratique en décrétant non plus la possibilité d'un désaccord fécond entre les pôles que je viens d'évoquer, mais la nécessaire abolition d'un pôle par l'autre. C'est-à-dire que le cosmopolitisme veut en finir avec l'enracinement, la liberté veut en finir avec l'autorité, l'égalité va en finir avec la différence à bien des égards, mais il faudrait le présenter finement ici. Donc, c'est comme s'il fallait, d'une certaine manière, le progressisme ne se veut plus en débat avec le conservatisme. La gauche ne se veut plus en débat avec la droite. Elle veut tout simplement en finir une fois pour toutes avec l'adversaire. Et ça, on l'a vu aux européennes. Je l'ai dit, lorsque, par exemple, en France, le parti présidentiel nous disait que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix de soutenir la liste Macron. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas ça, c'est le retour aux pires catastrophes du 20e siècle. Bon, alors c'est clair. Si le simple débat aujourd'hui sur la légitimité ou non de la souveraineté nationale ou de l'identité nationale est dans les faits symptomatique d'une régression vers les pires heures de notre temps, si tel est le cas, effectivement, nous quittons le registre de la démocratie. Si on a effectivement des nazis devant nous, eh bien, il faut s'armer pour aller les combattre le plus vite possible. Mais la tentation de la nazification de l'adversaire ou de la fascisation n'est rien d'autre qu'une manière de se donner un brevet de résistance soi-même. C'est-à-dire, si je débat avec quelqu'un avec qui je suis en désaccord, je suis un contradicteur. Si j'ai devant moi un fasciste et je lui tiens tête, je deviens un résistant majusculaire. Il est agréable de se donner des brevets, des certificats de grandeur morale à peu de frais. Mais cette disqualification du débat vient abolir l'expérience démocratique qui a besoin de cette pluralité féconde. On vient l'abolir pour qu'un seul camp se permette de maîtriser pleinement les codes autorisés de la parole publique. Deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est évidemment le Brexit.
Le Brexit qui est absolument fascinant. Qu'on soit favorable ou non, la question n'est pas là, bien que je confesse que lorsque le soir du Brexit, en fait de notre côté de l'Atlantique, je ne me rappelle plus c'était quelle heure, mais je réussis à me brancher sur la BBC, et là je vois l'animateur ou le présentateur, et avec le sourire magnifique qu'il nous fait, je me dis que ça ne se passe pas bien pour lui. C'est une mauvaise soirée. Eh bien, effectivement, le Brexit passe à ce moment-là, bien qu'on tarde à devenir. Et moi, ce qui me frappait là-dedans, c'est les explications post-électorales. On nous disait, finalement, l'électorat branché, jeune, métissé, beau, désirable, sexy, bien habillé des grandes villes, essentiellement de Londres, s'était naturellement porté à la défense de l'option européenne. Alors que l'électorat trop blanc, trop vieux, bedonnant, inquiétant, chauve probablement, édenté et malodorant, cet électorat s'était prononcé sans les compétences civiques nécessaires pour le Brexit. Et de ce point de vue, nous aurions été témoins d'un détournement de démocratie. D'autant que le vote du commun des mortels aurait été orienté par les fake news terrifiantes. Alors que, donc apparemment, quand les partisans du livre disaient que la Grande-Bretagne nous coûte cher, c'était de la fake news, mais quand les partisans du Remain disaient si on quitte l'Europe, ça va être la Troisième Guerre mondiale, ça, c'était pas des fake news. Les fake news sont inégalement distribuées. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était la disqualification du peuple. Soit le peuple vote bien selon les codes actuels de l'orthodoxie médiatique, et alors on l'applaudira pour son grand moment de maturité démocratique, soit le peuple vote mal, et alors on cherchera à expliquer, soit par les fake news, soit par le fait qu'il est déterminé par des préjugés et des stéréotypes, soit parce que Steve Bannon est venu organiser l'insurrection, soit parce que Poutine, à partir du Kremlin, enverrait des gens sur Twitter pour dérégler nos esprits. Les explications sont... mais d'une manière ou de l'autre, le vote n'est pas légitime. Donc c'est assez amusant de comprendre que dans l'esprit de nos progressistes, si un vote éclairé ne peut être qu'un vote dans leur perspective. Il n'est pas possible d'être en désaccord légitime avec eux. Soit on est éclairé, brillant, beau, désirable et sexy, et alors on vote avec eux, soit on n'a aucune de ces qualités, et dès lors on entre dans la logique de la régression historique. Ce qui est quand même assez inquiétant. Dernier exemple, Trump. Alors Trump, dont on peut penser du bien ou du mal, il ne m'appartient pas de trancher ici, mais rappelez-vous, dans les semaines qui ont précédé son élection, la déclaration très forte d'Hillary Clinton qui assimile les électeurs de Trump, pas Trump. En politique, c'est normal d'insulter le camp d'en face. On insulte le chef. Ça passe d'insulter les conseillers. On peut même insulter les militants. Mais insulter quand même la moitié de la population du pays, ça devient ambitieux. Eh bien, Hillary Clinton avait de l'ambition. Et lorsqu'elle a assimilé l'électorat de Trump, a basket of deplorables, en gros, une collection de paumés, lorsqu'elle s'est permis d'ainsi insulter l'électorat, ce qu'elle nous disait finalement, c'est que n'importe quel citoyen éclairé est nécessairement d'accord avec moi, ou alors c'est parce que vous êtes déréglé que vous pouvez embrasser une autre option. Ce que ça nous dit finalement, parce qu'il y a une autre dimension à ça, c'est que le vote démocratique n'est plus légitime lorsqu'il ne donne pas les résultats attendus. Lorsque le peuple ne vote pas de la bonne manière, on va chercher à neutraliser les effets de la souveraineté populaire. Ce qui nous conduit, par exemple, vers le gouvernement des juges. Pourquoi le gouvernement des juges est-il si apprécié aujourd'hui? Parce qu'on le présente comme une forme de despotisme éclairé, permettant de gouverner la société selon les codes de la raison, de la diversité et de l'ouverture, sans tenir compte exagérément des humeurs pénibles d'une population immature et incapable de comprendre le génie de notre temps. Alors, le politiquement correct, j'arrive lentement, en fait plus que lentement, j'arrive vers ma conclusion. Le politiquement correct, c'est cet immense système qui cherche en fait à non seulement à maîtriser les codes de la parole publique, mais à disqualifier ceux qui aimeraient émettre des objections fondamentales par rapport à la logique diversitaire, et qui vient par ailleurs, qui intensifie toujours son contrôle de la parole publique au rythme où le désaccord populaire s'exprime d'une manière ou de l'autre. C'est pas sans raison qu'aujourd'hui on cherche à contrôler de plus en plus finement les médias sociaux.
Alors, on peut tous penser du mal des médias sociaux, j'en pense du mal aussi bien souvent. Le bon côté des médias sociaux, c'est qu'effectivement, ça permet à une parole d'émerger en critiquant les médias, en disant « vous n'êtes plus un contre-pouvoir ». Vous êtes un pouvoir et vous êtes le pouvoir et vous devez être critiqué en tant que pouvoir. Le mauvais côté des médias sociaux, c'est que la plupart ont besoin de leur lynchage quotidien. C'est-à-dire c'est une forme d'hystérisation de la parole publique. Puis bon, qui on va lyncher aujourd'hui? De quoi vais-je m'indigner? Bordel, il est 13h, je ne me suis pas encore indigné, je vais avoir une mauvaise journée. Bon, alors ça, c'est le mauvais côté. Mais cela dit, les médias sociaux jouent un rôle assez efficace parce qu'ils permettent, ils dégagent un espace d'expression pour la parole publique qui n'est plus médiatiquement contrôlé. Ce qui en inquiète plusieurs. Alors, plus le système est contrôlé et contesté, plus il cherche à se rigidifier, plus il cherche à expulser de l'espace public les contradicteurs possibles. Conclusion sur un thème juste un peu décalé, vous allez voir qu'il embrasse tout ça. Je le disais tantôt, je le disais plus tôt, la logique diversitaire aujourd'hui tend à diaboliser, criminaliser l'identité nationale, le sentiment national, l'appartenance nationale, plus largement le patriotisme de civilisation, plus largement le sentiment d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse, une entité politique et substantielle qui mériterait qu'on la défende. Le problème avec cette logique, et tout cela au nom de la démocratie libérale. C'est au nom de la démocratie libérale qu'il faudrait aujourd'hui combattre la nation, la civilisation, l'héritage, la culture, la transmission, le sacré et ainsi de suite. Le problème avec cette logique, c'est que la démocratie libérale au XXe siècle ne s'est sauvée devant les totalitarismes, n'a pu se maintenir, n'a pu vaincre les totalitarismes qu'en mobilisant des valeurs comme le patriotisme tragique, le sens de l'identité nationale, le sens de la culture, le sens de la civilisation. Devant le totalitarisme, qu'il soit brun ou rouge, la démocratie libérale ne s'est maintenue que parce qu'elle avait un sens de la verticalité tragique, parce qu'elle était capable de faire appel à des passions, des émotions, des aspirations, des ressources symboliques et philosophiques qui touchaient les passions humaines les plus légitimes. De Gaulle, Churchill, Solzhenitsyn n'étaient pas ce qu'on pourrait appeler des pré-68ards en culotte courte. Ce n'étaient pas de jeunes garçons gentillets se définissant seulement par un culte presque adolescent des valeurs républicaines ou démocratiques. C'était d'authentiques démocrates, d'authentiques libéraux, mais ils n'étaient pas que cela. Parce qu'ils savaient fondamentalement que notre civilisation, pour se défendre, a besoin de faire appel à ses valeurs fondamentales, à ses ressources de sens, à ce qui relève, je le redis, du patriotisme tragique. Or, aujourd'hui, c'est au nom de la démocratie libérale que l'on cherche aujourd'hui à condamner la nation, l'histoire, l'appartenance, l'héritage, les frontières, croyant que la démocratie libérale, pour s'accomplir, doit se délivrer de ce qui lui a permis de survivre. Donc, une forme de démocratie. Et là, on appelle ça la lutte contre le populisme. Donc, la démocratie libérale assimile aujourd'hui au populisme une part historiquement fondamentale d'elle-même qui lui a permis de traverser le difficile 20e siècle. Nous assimilons aujourd'hui au populisme des valeurs, des principes, des idéaux qui étaient consubstantiels à la démocratie libérale et qu'aujourd'hui, on veut rejeter, croyant que la démocratie libérale ne pourra s'accomplir qu'en se désincarnant une fois pour toutes. Eh bien, devant les périls de notre temps, me semble-t-il, nous devrions cesser de croire que la démocratie libérale doit se purger de toute forme d'épaisseur historique, d'épaisseur du sens du sacré, de verticalité. Notre société, croyant mener la lutte au populisme, quelquefois ne fait que mener une lutte autodestructrice qui l'empêchera de se défendre lorsqu'elle devra se défendre, lorsqu'elle sera en danger. Je vous remercie.